Merci beaucoup Louis pour l'invitation et pour l'introduction. Je vais quand même me présenter rapidement. Donc moi c'est Laurent du cabinet Number, du cabinet d'expertise comptable. Mon rôle c'est d'accompagner les freelances qui se lancent donc sur la phase de création de société. Je les conseille sur le choix de la forme juridique. Et donc c'est pour ça que je suis face à vous aujourd'hui pour vous parler statut juridique pour freelance et sur une problématique bien précise qui est de saison, à savoir le dépassement de seuil en micro-entreprise. Donc, on verra les deux seuils à avoir en tête. Il y a le seuil de TVA et le seuil de chiffre d'affaires pour rester au micro-social et au micro-fiscal. Et puis, si on dépasse le seuil, quoi faire? Est-ce que je reste en entreprise individuelle au réel ou alors est-ce que je bascule en créant une société? Donc, on se posera ces différentes questions. Louis l'a dit, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et pour ce faire, passez bien par l'onglet questions, où ça nous permet de mieux nous y retrouver voilà, pour rebondir sur les différentes problématiques que vous soulevez. Maintenant, peut-être pour rapidement, avant de commencer, parler de Number et vous décrire ce qu'on fait au quotidien. Donc, on a un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement des indépendants. On a un réseau de cabinets, ce qui fait qu'on est présent un peu partout en France. On a des cabinets à Lille, à Paris. Moi, je suis à Paris, là, physiquement. Mais sinon, voilà, on est un peu partout dans les grosses métropoles, Bordeaux, Nantes, Marseille, Toulouse. Je vais arrêter, je ne vais pas toutes les faire. Et donc, Louis en parlait tout à l'heure en introduction. On peut organiser des événements avec Comet, et notamment sur le cabinet lillois, où presque tous les 2 mois, on a pu accueillir Comet pour ces événements. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Et donc voilà, pour vous présenter Number, spécialisé dans l'accompagnement des freelances. Et on a notamment une offre d'accompagnement pour les freelances qui se lancent, qui ont besoin d'accompagnement pour la création de leur structure. Ça, vous en parlerez un peu plus en détail par la suite. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de la micro-entreprise. Pour faire des rappels, je pense que la majorité d'entre vous est en micro-entreprise. Mais bon, c'est toujours bon de rappeler le B à bas. Donc, voilà, je vais passer rapidement parce que je pense que vous le vivez au quotidien. Mais donc, en micro, c'est très, très simple. Tout s'appuie sur la base du chiffre d'affaires. Donc, vous réalisez un chiffre d'affaires encaissé, vous le déclarez tous les mois ou tous les trimestres selon l'option déclarative que vous avez choisie. Et en fonction de la déclaration, derrière, vous payez vos cotisations sociales, ce qui vous permet de régler les cotisations pour l'allocation familiale, maladie, retraite, prévoyance, CSG, CRDS. Alors peut-être petit focus sur la partie protection sociale. On parle de cotisation retraite, mais bien faire attention. En micro, vous allez cotiser pour la retraite de base, pour la validation de vos trimestres. Si vous faites à peu près 10 000 € de chiffre d'affaires par an, mais vous n'allez pratiquement pas faire l'acquisition de points de retraite complémentaires. Donc voilà, petit point de vigilance et également sur les cotisations prévoyance. Donc la prévoyance, ce sont tous les revenus qui vous sont versés en cas de coup dur. Donc ça peut être en cas de décès, en cas d'invalidité, mais sinon ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est en cas de maladie, donc les fameuses indemnités journalières. Et donc, voilà, les montants versés sont directement liés à ce que vous avez cotisé. On le verra sur la slide suivante, mais en micro, on a des taux de cotisation qui sont plutôt faibles, ce qui fait que très souvent, les revenus qui vous sont versés, notamment les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, celles-ci sont plutôt faibles et vous garantissent peu souvent votre train de vie. Voilà, c'est pas suffisant pour vivre sur les besoins que vous avez. Donc très souvent, il y a besoin de mettre en place un contrat complémentaire pour améliorer cette partie-là. Donc ça, c'est sur la partie protection sociale. Sur la partie fiscalité, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires après abattement sur la base du taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'abattement en question, donc, dépend de la nature de l'activité. Si vous êtes freelance sur Comet, où il n'y a pas trop de soucis à se poser, l'abattement pour vous va être de 34%. Donc, ça signifie que voilà, si vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes imposé sur 100 000 € moins de 34%, donc sur 66 000 €.
Et donc, c'est les 66 000 euros qui vont subir derrière le barème de l'impôt sur le revenu. Et en termes de cotisation sociale, si vous n'avez pas l'ACRE, vous avez le taux qui s'applique de droit, à savoir 22% de cotisation sur la base du chiffre d'affaires. Donc, c'est les 22% que vous payez à la suite de votre déclaration sur le portail de l'URSSAF. Alors, point important, les fameux seuils de la micro-entreprise. Donc, il va falloir différencier deux choses. Le seuil de chiffre d'affaires qui permet de rester au micro-fiscal et au micro-social, et le seuil de TVA qui vous permet de rester en franchise de TVA. Donc, d'abord, le seuil de chiffre d'affaires pour rester au micro-fiscal, micro-social. Donc, ce seuil, jusqu'au 31 décembre, il est de 72 600 euros. Il va passer au 1er janvier 2023 à 77 700 euros. Il a été réévalué par rapport à l'inflation. Et ce seuil-là, normalement, sera valable sur les 3 prochaines années. Donc là, la règle, elle est assez simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on a le droit à l'erreur sur un an. On a le droit de dépasser. Donc, première année, mettons, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis au-dessus du seuil de chiffre d'affaires. Deuxième année, je reste en micro-entreprise. Donc, je bénéficie toujours de l'abattement de 34% à l'impôt sur le revenu et je continue de bénéficier du taux de charge sociale de 22%. Donc, deuxième année, mettons, je fais 100 000 euros. Là, j'ai encore dépassé mon seuil. Donc, au 1er janvier de l'année suivante, fini pour moi la micro-entreprise et je bascule en entreprise individuelle au réel. Alors, ça, c'est la règle. Donc, il faut bien différencier cette problématique-là de la problématique de la franchise de TVA. En tant que micro-entreprise, de droit, quand vous allez la créer, vous serez en franchise de TVA, c'est-à-dire que vous n'avez pas à facturer de la TVA à vos clients. Donc, pas de déclaration de TVA à faire. Plutôt simple. Sauf que ça ne dure qu'un temps. Et donc, il y a un seuil de chiffre d'affaires à respecter pour pouvoir rester en franchise de TVA. Ce seuil, il est à 36 500 euros. Alors là aussi, il est réévalué avec l'inflation. Au 1er janvier 2023, le seuil va passer à 39 100 euros. En fait, là, je vous la fais simple parce qu'il y a, je vous donne le seuil majoré de TVA. En fait, c'est un peu plus complexe dans la pratique. On a un premier seuil qui va être à 36 800 à partir du 1er janvier. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires entre le seuil de 36 800 et le seuil majoré de 39 100 euros, dans ce cas-là, vous restez en franchise. Si vous dépassez directement le seuil de 39 100 euros ou 36 500 euros jusqu'au 31 décembre, là, vous basculez directement au régime réel, simplifié, et fini pour vous la franchise de TVA. Et donc, ce qui fait que voilà, il faut avoir en tête qu'il y a un seuil de tolérance dans la fourchette de 36 800 euros à 39 100 euros. Et que si vous dépassez le seuil majoré directement, fini pour vous la franchise de TVA. Et au premier jour du mois de franchissement du seuil, vous êtes dans l'obligation de facturer de la TVA. Peut-être pour imager la règle du premier jour du mois de franchissement du seuil, mettons, je suis au mois de novembre, pour faciliter mon exemple. Je suis au mois de novembre, j'ai 30 000 euros de chiffre d'affaires encaissé. Je facture mon client 10 000 euros. Au moment où je fais ma facture, en novembre, je suis toujours en franchise de TVA, je n'ai toujours pas dépassé les seuils. Donc, je fais ma facture sans la TVA. Au mois de décembre, mon client me paye, mettons au 15 décembre, il va me payer mes 10 000 euros. Donc là, j'aurai au 15 décembre 40 000 euros de chiffre d'affaires encaissé. Je vais donc être au-dessus du seuil majoré de TVA, de franchise de TVA. Et donc, la règle me dit que
je dois facturer de la TVA à partir du premier jour du mois, donc dans mon exemple, du 1er décembre. Et donc là, le piège, il va être dans le laps de temps entre le premier jour du mois et le jour effectif où j'ai réellement dépassé. Donc, entre le 1er et le 15 décembre dans mon exemple. Donc, si je n'ai pas anticipé le fait qu'en cours de mois, j'allais dépasser, je dois revenir en arrière sur les factures que j'ai pu émettre pour faire apparaître la TVA. Mais je reviens en arrière seulement sur le mois de franchissement. Ce n'est pas rétroactif sur l'entièreté de l'année, c'est seulement sur le mois de franchissement. Donc ça, c'est le gros point de vigilance quand vous êtes en micro. C'est peut-être le plus gros piège. Récemment, là, je discutais avec un consultant qui était en micro-entreprise. Et pour lui, il n'existait qu'un seul seuil, le seuil des 72 600 €, équivalent pour la TVA et pour le reste. Or, voilà, je lui ai appris que non, pour rester en franchise de TVA, le seuil était beaucoup plus faible. Et il avait dépassé ce seuil-là depuis déjà 2 ans. Donc lui, ça voulait dire qu'il devait refaire des factures sur 2 ans. Ce qui peut être assez complexe parce qu'il vous faut aller voir vos clients, refaire des factures. Donc généralement, si l'exercice comptable du client a déjà passé, c'est compliqué pour lui de revenir sur son bilan et de modifier les écritures comptables. Donc c'est un peu râpé. Par contre, si vous le faites, si vous vous rendez compte de l'erreur en cours d'année, normalement, vu que vous avez une typologie de clients, de professionnels qui sont eux-mêmes soumis à TVA et donc ils vont pouvoir récupérer la TVA, pour eux, c'est neutre. Si vous refaites des factures avec de la TVA, ils vont vous verser les 20% que vous n'aviez pas facturé sur la première facture. Mais derrière, ces 20% de TVA qu'ils vous payent, ce sera de la TVA déductible pour eux. Ils vont pouvoir la récupérer, ça leur fera ça de moins à reverser derrière aux impôts. Donc voilà, ça sera peut-être plus facile à récupérer. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose de base à avoir en tête si vous êtes en micro-entreprise, bien faire la différence entre le seuil de TVA, de franchise de TVA, et le seuil qui vous permet de rester au micro-social, donc d'avoir les 22% de cotisation, et au micro-social, c'est-à-dire au micro-fiscal, pardon, c'est-à-dire l'abattement des 34% à l'impôt sur le revenu. Donc, si vous dépassez le seuil de chiffre d'affaires, les 72 600 € sur 2 années d'affilée, va se poser la question de changer de forme juridique. Parce que de base, vous allez basculer en entreprise individuelle au réel, mais ce n'est pas forcément le bon format. Puisque en entreprise individuelle au réel, vous n'avez pas beaucoup de leviers pour optimiser votre situation. Déjà, en micro, il n'y en a pas énormément, il y a juste l'abattement au final, mais vous avez très peu de maîtrise sur votre fiscalité personnelle. Vous n'avez pas la possibilité de déduire vos charges au réel. Vous n'avez pas la possibilité de jouer sur des taux d'imposition à l'impôt sur le revenu qui vont être différents, ce qu'on peut faire en société en jouant sur la prise de dividendes ou de rémunération. Et donc, en entreprise individuelle au réel, c'est un peu pareil, quoi. Là, on peut déduire ses charges de son chiffre d'affaires, mais malheureusement, c'est assez bête et méchant. J'ai mon chiffre d'affaires, je déduis mes charges. À la fin, j'ai un bénéfice sur lequel je paie de l'impôt sur le revenu. Voilà, où je paie de l'impôt sur le revenu. Voilà, la seule façon de baisser mon impôt sur le revenu, c'est jouer sur mes charges, mais on est vite limité par le droit fiscal. On ne peut pas déduire tout et n'importe quoi. Donc, si on veut avoir une meilleure maîtrise des choses sur une activité de consultant, il vaut mieux passer directement en format société pour jouer sur plusieurs taux d'imposition et sur des charges sociales qui vont être différentes également. On verra ça tout à l'heure. Alors, j'en profite. Alors, il y a des remarques sur le chat. Alors, n'hésitez pas à poser les questions directement dans l'onglet questions. Et oui, Phil, c'est bien sur 2 années de suite. Voilà. On a le droit de dépasser le seuil de micro-entreprise. Le tout, c'est de ne pas les dépasser 2 années consécutivement. C'est ça. Et attention sur les seuils de chiffre d'affaires. Pour le seuil qui nous permet de rester au micro-social et au micro-fiscal, puisque ce seuil est proratisé sur la première année.
voilà, généralement, on ne commence jamais son activité de micro directement au 1er janvier. On va commencer en cours d'année. Et donc, le seuil est à ramener sur le nombre de jours de votre première année. Après, les années suivantes, on est sur une année pleine de 12 mois. Donc là, il n'y a pas besoin de proratiser. Mais pour la première année, si. Donc, faites attention dans l'appréhension de vos dépassements de seuil. Peut-être que vous avez déjà dépassé votre première année parce que le seuil de chiffre d'affaires ramené sur le nombre de jours de votre première année a été dépassé. Donc voilà, le petit piège. Donc pour conclure sur la micro, je pense que vous connaissez tous le format et ses avantages. Le fait que c'est hyper simple à suivre. On déclare simplement son chiffre d'affaires sur le portail de l'URSSAF. Derrière, on paie ses cotisations. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Il n'y a pas besoin d'un accompagnement avec un expert comptable ou autre, parce que vous êtes totalement autonome pour faire ces déclarations-là. Donc ça, c'est les principales qualités de la micro. Autre qualité possible au niveau de l'impôt sur le revenu, j'en ai pas parlé, il y a possibilité d'être au prélèvement libératoire si vous remplissez le bon critère de revenu fiscal de référence. Mais si vous êtes au prélèvement libératoire et que vous payez simplement 2,2% d'impôt sur le revenu sur vos revenus micro-entrepreneurs, ça peut être extrêmement intéressant pour vous aussi. Donc voilà, c'est un des avantages également de la micro. Mais la micro a ses limites, et c'est notamment les limites liées à la simplicité du format. Première limite, la non-possibilité de déduire des frais professionnels. Là, en fonction de l'activité, ça peut être un inconvénient si on a besoin de faire des investissements, notamment. Voilà, ça peut être une mauvaise façon d'optimiser fiscalement la micro. Et notamment, ce qu'on n'a pas forcément toujours en tête, ça va être les frais mixtes, les frais qui sont à la fois pro, à la fois perso, qui nous permettent de passer des charges sur son entreprise, qui nous permet de réduire sa base imposable derrière. Donc, dans les charges mixtes, il y a notamment les quotes-parts de loyer pour l'utilisation professionnelle de votre domicile personnel. Pareil, quotes-parts d'électricité, d'eau, téléphone mobile, Internet, téléphone fixe, aménagement du bureau, achat du matériel informatique. Quoi d'autre? Il peut y avoir également des chèques emploi services universels, des CESU préfinancés. Alors, c'est à hauteur de 2260 € si je ne dis pas de bêtises, et ça vous permet de payer tout ce qui est aide à la personne. Donc ça, c'est des choses que que votre société peut vous acheter. Après, vous faites l'usage que vous souhaitez faire de ces CESU préfinancés. Donc il y a pas mal de frais comme ça, de charges qu'on peut passer sur son entreprise et qui nous permettent de réduire la base imposable. Et malheureusement, en micro-entreprise, voilà, ce n'est pas le cas. Donc il y a parfois des simulations à faire pour savoir est-ce que l'abattement forfaitaire est plus intéressant pour moi versus les frais réels que je peux déduire. Ensuite, dans les autres limites, alors ça peut arriver quand on est consultant, qu'on travaille avec d'autres consultants sur des projets, on n'a pas la possibilité de sous-traiter ou de s'associer. C'est-à-dire que voilà, moi, si j'ai un client, que je fais appel à un freelance et que je sous-traite une partie de ma mission, c'est moi qui facture le client et je lui facture le montant global de la facture. Et donc, je suis entièrement imposé, je paie mes charges sociales sur toute ma facture. Alors que moi, ma marge, c'est pas ça, quoi, parce qu'il y a une partie qui est faite par un sous-traitant. Donc là, c'est un inconvénient si vous êtes dans ce mode-là de mission. Ensuite, alors là, c'est plus ou moins vrai, la crédibilité face au client. Ça dépend vraiment du client que vous avez en face, mais parfois, il peut y avoir des personnes un peu old school pour qui la micro-entreprise, ça fait pas hyper sérieux, quoi. Donc, voilà, après, ça dépend vraiment. Il n'y a pas de règles vraiment données. C'est vraiment la subjectivité de votre interlocuteur.
mais ça peut arriver. Ça peut notamment arriver auprès de banquiers aussi, au-delà des clients. Si vous êtes dans la recherche d'un prêt pour améliorer, je sais pas, pour faire des investissements sur votre entreprise. Voilà, le banquier, quand il voit arriver un micro-entrepreneur, il n'aime pas trop, quoi. Après, bon, sur les activités de conseil, c'est plutôt rare, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, alors là, c'est moins vrai, la responsabilité sur son patrimoine personnel. Depuis le mois de mai 2022, maintenant, il y a une séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel. C'est-à-dire qu'en cas de dette vis-à-vis de tiers, en micro-entreprise, votre patrimoine personnel est protégé. Même si la différence entre patrimoine personnel et professionnel est moins claire que la différence que l'on va avoir sur les formats sociétés. Puisque, je vous donne un exemple, si vous utilisez votre véhicule pour les déplacements professionnels, mais potentiellement, vous avez votre véhicule perso que vous utilisez pour du pro. Donc, ça peut être perçu comme du patrimoine pro. Et donc, ça peut être saisissable. Ce qui n'est pas le cas en format société. En format société, on le verra, mais juridiquement, il y a une séparation personne physique, personne morale. Et donc là, si le véhicule appartient à la société, il est saisissable. S'il m'appartient à moi, même si je l'utilise dans le cadre pro, il ne sera pas saisissable. Dernier point, on en a parlé déjà, les limites sociétales, accès au crédit. Pareil pour... parfois, il peut y avoir des soucis si vous cherchez à prendre à location un appartement. Sur les formats sociétés, notamment les SASU, il y a possibilité d'avoir des fiches de paye, ce qui rassure les propriétaires. Alors qu'en micro, on n'a pas ces justificatifs-là. Donc, on revient sur la problématique des dépassements et les différentes étapes. Si vous êtes dans cette situation-là, première étape, anticiper avant le 31 décembre sur les démarches de création de société. Donc, voilà, soyez au clair sur le choix du statut, la rédaction du statut. Vous pouvez avancer sur les modalités de création avant le 1er janvier. Ensuite, vous aurez à fermer la micro-entreprise avant le 31 décembre. Pourquoi fermer la micro-entreprise avant le 31 décembre? Tout simplement parce que si la micro-entreprise reste ouverte au 1er janvier, en fait, de droit, l'administration fiscale fera que sur l'année que vous venez de débuter, même si c'est pour un jour, vous serez en entreprise individuelle au réel. Et pour fermer une entreprise individuelle au réel, il faut faire un bilan. Alors même si on fait un bilan à zéro et il n'y a pas énormément de complexité, mais c'est quand même beaucoup plus complexe que de fermer une micro-entreprise. La fermeture, elle se fait en ligne, elle est gratuite. Alors que fermer une entreprise individuelle au réel, voilà, c'est plus long, fastidieux, il y a le bilan à faire, il y a plus de déclarations. Donc le plus simple, c'est vraiment de fermer la micro-entreprise avant le 31 décembre. Et donc, une fois la micro fermée, lancez la création de la société avec une date d'activité postérieure à la fermeture de la micro. Voilà, peut-être petit tips. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des taux d'imposition qui vont changer là au 1er janvier, ou des seuils, en tout cas, qui vont changer. Donc, ça peut être intéressant de commencer à la date de début d'activité au 1er janvier pour avoir accès à ces seuils-là. Donc, voilà pour les différentes étapes. Oui, je rebondis peut-être sur la remarque de Phil sur la CFE. Alors, il faut savoir que la CFE, vous allez être exonéré sur votre première année civile d'activité. Donc, en effet, le fait de commencer au 1er janvier 2023, par exemple, au lieu d'avoir une date de début d'activité sur fin d'année 2022,
En fait, va vous permettre d'avoir l'exonération de CFE sur l'entièreté de l'année 2023. Alors que si j'avais commencé au 20 janvier 2022, j'aurais eu l'exonération pour l'année 2022, mais j'aurais dû payer ma CFE sur 2023. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir une date de début d'activité au 1er janvier. Ça, vous bénéficiez de l'exonération de CFE sur l'entièreté de la première année. Et en plus de ça, vous allez bénéficier des seuils d'impôt sur les sociétés qui sera plus avantageux pour vous. Ensuite, va se poser la question du choix de la forme juridique. Quelle société choisir? Donc là, il y a deux grandes formes de sociétés qui s'offrent à vous. Le URL SARL gérant majoritaire ou la SASU SAS. Donc, si vous êtes seul associé, ça sera le URL ou la SASU. Voilà, la SARL, c'est la version avec plusieurs associés de l'EURL. La SAS, pareil, c'est la version avec plusieurs associés de la SASU. Donc, pour bien faire la différence entre les deux, on va partir d'un tronc commun d'organisation comptable de société qu'on appelle un compte de résultat. Et à chaque fois, je vous donnerai l'impact en termes d'impôts et de charges sociales. Donc, ça commence toujours de la même façon. Je génère mon chiffre d'affaires. Ici, comparativement à la micro-entreprise, je vais pouvoir déduire de mon chiffre d'affaires mes frais. Donc, dans les frais, il y a tous les frais liés à l'activité et les frais mixtes dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, l'avantage, encore une fois, c'est que la société va pouvoir vous rembourser les frais directement. Donc, par exemple, un autre exemple que je ne vous ai pas donné tout à l'heure, si vous utilisez votre véhicule perso pour des déplacements professionnels, votre société va pouvoir vous rembourser des indemnités kilométriques. Okay ? Et donc, ces remboursements d'indemnités kilométriques ne sont pas de la rémunération. Donc, vous ne payez pas sur les remboursements de frais kilométriques de charges sociales et d'impôts sur le revenu. C'est en ça que c'est extrêmement intéressant de se faire rembourser un maximum de choses par sa société. C'est qu'en passant par le remboursement de frais, on s'évite le paiement d'impôts sur le revenu et de charges sociales. Donc, on déduit ces frais du chiffre d'affaires. Là-dessus, pas de différence qu'on soit en EURL ou en SASU. Ensuite, notion nouvelle, la notion de rémunération. En société, juridiquement, vous êtes en personne morale. Donc, c'est la société qui génère le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, entre guillemets, appartient à la société. Donc, si vous voulez récupérer de l'argent dans votre société, ça doit passer par un versement de rémunération. Le montant de la rémunération peut être variable. Vu que vous êtes seul associé, vous n'avez pas d'autres associés avec vous, et que vous êtes chef d'entreprise, donc qu'il n'y a pas de lien de subordination entre vous et votre entité, vous allez pouvoir faire varier le montant de votre rémunération. Prendre 0 € un mois, 2 000 € le mois suivant, 10 000 € le mois d'après, retomber à 0. Vraiment, vous êtes libre de moduler votre rémunération. Et ça, c'est plutôt avantageux puisque ça vous permet d'avoir une maîtrise totale du montant de la rémunération et donc du montant de vos cotisations sociales et de votre impôt sur le revenu. Puisque la rémunération est soumise à impôt sur le revenu, ça rentre dans la fiscalité des salaires et traitements sur votre feuille d'imposition, comme du salaire de salarié. Et là encore, pas de différence sur la fiscalité de la rémunération, qu'on soit en SASU ou en EURL. Ce qui va changer, ça va être le paiement des cotisations sociales. Donc, ici, en société, vous payez vos cotisations sociales sur la base de la rémunération versée. Tout à l'heure, en micro-entreprise, vous payez vos charges sociales sur la base du chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, ce n'est plus le cas. En société, c'est sur la base de la rémunération. Et donc, on a quelques différences ici. En SASU SAS, je vais avoir un statut social d'assimilé salarié. Ce qui fait que si je prends de la rémunération, je dois les déclarer sur des fiches de paye tous les mois et que j'ai la protection sociale d'un salarié cadre.
hors cotisation chômage. Mais pour tout le reste, on a la même protection sociale. Donc, cette protection sociale, elle est bonne, mais elle a un coût. Et le coût, en moyenne, il est de 75% de la rémunération nette avant impôt sur le revenu. Ce qui signifie qu'en SASU, si votre société vous verse 1000 euros, elle aura à payer 750 euros de charges sociales. Si je me place maintenant en EURL, SARL, le gérant majoritaire, là, j'ai un statut social de travailleur non salarié, de TNS, ce qui fait que je suis affilié à la sécurité sociale des indépendants. Et à ce titre, mon taux de cotisation va être à peu près de 45%. Donc ici, si ma société me verse 1000 euros, elle aura à payer 450 euros de charges sociales. Donc, coût global, 1450 euros. Donc, ça coûte moins cher de se verser de la rémunération en EURL versus la SASU. Alors, pourquoi ce différentiel? Tout simplement, le différentiel s'explique par le niveau de protection sociale, et notamment sur la partie retraite. Niveau couverture santé, on est remboursé de la même façon. Niveau prévoyance, il y a des différences, mais qui se sont atténuées avec le temps. Et maintenant, on est à peu près kiff-kiff. Même parfois, sur certains remboursements, on est mieux couvert en tant que TNS qu'en tant qu'assimilé salarié. Donc, sur la partie prévoyance, ça va encore, c'est plutôt kiff-kiff. Ce qui change, ça va être donc la retraite. En SASU, vous cotisez à l'Agirc-Arrco, à la retraite des cadres. En EURL, vous cotisez en gros à la sécurité sociale des indépendants. Et donc là, la valeur du point de retraite Agirc-Arrco est plus importante que la valeur du point de la sécurité sociale des indépendants. Et le rendement aussi entre coût d'acquisition du point et ce que ça me rapporte derrière est plus intéressant à Agirc-Arrco, donc quand on est en SASU, que quand on est en EURL. Donc, c'est vraiment la seule différence aujourd'hui qui existe entre un assimilé salarié et un travailleur non salarié. Donc, assimilé salarié, je suis en SASU. Travailleur non salarié, je suis en EURL. Mais par contre, au niveau cotisation, voilà, ça a un impact assez grand puisque assimilé salarié, vous êtes à 75% de cotisation sur la base de la rémunération. En EURL, vous êtes à 45%. Donc, si je me replace dans mon schéma, j'ai mon chiffre d'affaires, je déduis frais, rémunération, cotisation sociale. À la fin, je dégage un bénéfice. Sur ce bénéfice, je dois payer de l'impôt société. Donc, l'impôt société, c'est un impôt progressif qui fonctionne par tranche. On a une première tranche jusqu'à 38 120 euros à 15% d'impôt société et au-delà, on va être à 25%. Une fois qu'on a payé son impôt société, derrière, il va nous rester quelque chose, le bénéfice net. Et là-dessus, on aura arbitré entre soit le laisser dans ma structure et le mettre en réserve, ou alors le récupérer pour moi sous forme de dividende. Si je le récupère pour moi sous forme de dividende, forcément, ça va être du revenu à titre particulier, donc je vais devoir le déclarer à l'impôt sur le revenu. Les modalités d'impôt sur le revenu pour les dividendes sont les mêmes qu'on soit en SASU ou en EURL. À savoir, on a une flat tax, c'est-à-dire un taux d'imposition fixe à 12,8%. Ce qui signifie que même si à côté, j'ai d'autres revenus qui font que j'ai un taux marginal d'imposition à 30 ou à 41%, sur mes dividendes, j'ai mon taux fixe à 12,8%. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Et c'est l'intérêt de la société globalement. Parce que vous allez pouvoir arbitrer entre rémunération et prise de dividendes et ainsi jouer sur des taux d'impôt sur le revenu qui seront différents. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en micro-entreprise ou en entreprise individuelle au réel. Donc, c'est en ça que la SASU ou le URL permettent une plus grande maîtrise des choses et un peu plus d'optimisation. Donc là, on a parlé de l'aspect fiscalité. Les dividendes sont soumis à flat tax à 12,8%. Cette flat tax à 12,8%, elle est la même que vous soyez en SASU ou en EURL.
Alors, il va quand même y avoir une différence dans le traitement des dividendes entre nos deux formes de société. Et ça va être sur le traitement social. En EURL, SARL, les dividendes sont considérés comme une forme de rémunération par la sécurité sociale des indépendants. Et donc, ils vont vous faire payer des cotisations sociales à hauteur de 45%, comme pour la rémunération. Donc, au final, sur mes dividendes en EURL, je paie 12,8 d'impôt sur le revenu et 45% de cotisations sociales. Donc, ça me fait 57,8%. En SASU-SAS, c'est un peu différent, puisque je ne paie pas des cotisations sociales sur mes dividendes, mais je vais quand même payer des prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, à hauteur de 17,2%. Donc, sur mes dividendes en SASU-SAS, je vais payer 12,8 d'impôt sur le revenu plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, tout mis bout à bout, je vais payer 30%, 12,8 plus 17,2. Donc, à travers tout ça, je pense que vous aurez compris qu'il n'y a pas de meilleur statut. Il n'y a pas un statut avec lequel je vais payer moins d'impôts qu'avec un autre. Ça dépend vraiment de vos arbitrages et de votre situation personnelle. L'avantage de l'EURL, c'est le faible taux de cotisation sur la rémunération. L'avantage de la SASU, c'est la prise de dividendes avec la flat tax à 30%. Donc voilà, il va falloir arbitrer entre ces deux formats en fonction de votre situation fiscale. Est-ce que vous pouvez prendre des dividendes ou non? Et également, chose à bien avoir en tête, il va falloir anticiper vos besoins en protection sociale. Il y a plusieurs situations. Par exemple, si j'ai eu des antécédents de santé élevés, si j'ai eu des antécédents de santé élevés, il faut savoir que pour améliorer ma protection sociale quand je suis en EURL, je dois passer par des contrats privés auprès d'assureurs. Et ces contrats-là, le contrat prévoyance complémentaire notamment, se fait sur questionnaire de santé. Et donc, en fonction du questionnaire, l'assureur va vous faire payer très cher, soit carrément, il ne va pas accepter de vous couvrir. Alors qu'en SASU, vous pouvez mettre en place des contrats de prévoyance sur votre fiche de paye et il n'y a pas ce questionnaire de santé. Donc, dans cette situation-là, ça peut être plus intéressant d'être directement en SASU. Pareil, autre situation particulière, si j'étais en micro avant et que j'ai un projet, j'ai un bébé en cours, il faut savoir que pour avoir accès à la protection sociale, hop, j'ai mal choisi mon exemple. Si j'étais salarié avant et que je décide de créer une micro-entreprise ou une EURL, c'est-à-dire que je suis affilié à la sécurité sociale des indépendants. Donc, je passe du régime général au régime des indépendants. Et il faut savoir que si je veux être bien couvert par le régime des indépendants, il faut que j'ai une antériorité de 6 mois. Donc, si j'étais salarié et que j'avais un bébé en cours et que je bascule indépendant, si je n'ai pas le chômage ou autre, je peux me mettre dans l'embarras sans avoir de congé maternité, par exemple. Donc, c'est des choses à anticiper. Voilà, tout ça pour vous dire que dans le choix de la forme, il ne faut pas juste regarder quelle forme va me faire économiser le plus d'impôts, le plus de charges sociales. Il y a aussi cet aspect protection sociale à avoir en tête, qui est peut-être pas forcément évident à appréhender. Donc pour faire la synthèse, les 3 points à retenir sur la société. En société, comparativement à la micro, il y a plus d'optimisation possible en jouant sur l'impôt sur le revenu en fonction de comment vous récupérez l'argent, soit en rémunération, soit en dividende. Vous avez la possibilité d'avoir une couverture sociale personnalisée en mettant des contrats complémentaires sur votre société pour améliorer votre couverture santé, prévoyance ou retraite. Et 3e point, juridiquement, vous créez une personne morale, ce qui fait que vous êtes beaucoup mieux protégé sur votre patrimoine personnel. Alors, peut-être que ça concerne
pas grand monde, dites-moi dans le chat. Mais nous, on accompagne beaucoup de créateurs qui ont la chance d'être indemnisés par Pôle emploi en parallèle. Donc, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi en parallèle de la création de votre société, en société, la séparation personne physique, personne morale fait que tant que la société ne vous verse pas de rémunération, vous, à titre individuel, vous n'avez pas de revenus. Donc, vous déclarez 0 revenu à Pôle emploi et ainsi Pôle emploi vient vous indemniser tous les mois sans recalcul de vos indemnités Pôle emploi. Alors que quand vous êtes en micro-entreprise, potentiellement, il y aura recalcul. Si vous générez du chiffre d'affaires, à la fin, vous dégagez du revenu. Le revenu, c'est votre chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire. Et donc, en fonction de ce revenu dégagé, Pôle emploi vient en complément. Si le revenu dégagé est supérieur aux indemnités versées, dans ce cas-là, sur le mois en question, Pôle emploi ne vous verse pas d'indemnités et il reporte dans le temps les indemnités qu'ils auraient dû vous verser. Donc, c'est peut-être un peu plus complexe à suivre, alors qu'en société, vraiment, c'est très, très simple. On ne se verse pas de rémunération. Pôle emploi vient nous indemniser tous les mois. Il n'y a pas de recalcul possible. C'est très, très simple dans le mode de suivi. Donc, pour conclure, pour bien comprendre ce qui va changer quand vous allez passer de la micro à la société, donc déjà, juridiquement, vous allez créer une personne morale. Il y a une séparation claire entre patrimoine perso et patrimoine pro. Et vous allez être limité dans la saisissabilité de vos biens. Vous allez être limité aux apports. Et les apports, généralement, c'est du numéraire, du cash que vous investissez dans votre structure. Au minimum, l'apport est de 1 euro, mais pour des questions d'image, de crédibilité, on va être plutôt sur 500 ou 1000 euros d'apport. Deuxième partie, sur l'aspect fiscal. En société, vous allez pouvoir déduire tous vos frais au réel, on en a déjà parlé. Là, on va pouvoir avancer peut-être un peu plus dans son projet, on va pouvoir prendre des salariés, des stagiaires, des alternants, on va pouvoir faire appel à de la sous-traitance et déduire toutes ces charges-là directement de son chiffre d'affaires. On pouvait faire de la sous-traitance ou avoir des salariés en micro-entreprise, mais malheureusement, il n'y avait aucun impact derrière sur la fiscalité de l'entreprise. Là, voilà, vous déduisez le coût du stagiaire ou la sous-traitance, ce qui fait que fiscalement, c'est très souvent plus avantageux. Ensuite, fiscalement également, là, il y a une séparation dans la gestion au quotidien entre la gestion pro et perso. Voilà. Votre société, une entité morale à part entière, elle a un compte pro dédié. Et donc, c'est parfois plus simple dans la gestion par rapport aux situations où on est en micro-entreprise où parfois on peut avoir peut-être tendance à un peu plus tout mélanger, l'activité pro, le perso. Et ça peut parfois nous jouer des tours, notamment peut-être si vous êtes en micro sous TVA, la non-appréhension des montants de TVA à payer, ou dans le paiement des cotisations sociales. Bref, en société, voilà, là on a une séparation claire et c'est souvent plus simple dans la gestion de la trésorerie. Et dernier point, on en a déjà parlé, mais fiscalement, voilà, le gros avantage de la société, c'est de pouvoir moduler, optimiser entre rémunération et dividendes et jouer sur des taux d'imposition et des taux de charges sociales différents. Dernier point sur l'aspect social, donc très souvent, en société, on aura une bien meilleure protection sociale qu'en micro-entreprise, parce qu'on va cotiser un peu plus, donc le niveau des indemnités journalières sera plus important. Pareil, on peut mettre en place des contrats complémentaires, les faire prendre en charge par sa société, et donc ainsi améliorer sa couverture sociale en baissant sa base imposable. On paie des cotisations sociales sur la base de la rémunération.
Donc, ça nous permet là aussi d'avoir une plus grande maîtrise des choses. Vu qu'on maîtrise le montant de sa rémunération, on maîtrise le montant de ses cotisations sociales. Et dans la même lignée, on maîtrise aussi l'impôt sur le revenu sur sa rémunération. Puisque, voilà, en choisissant le montant de sa REM, on peut anticiper ces choses-là. Dernier point, sociétalement, donc en micro-entreprise, là, on a peut-être un peu moins de difficultés pour prouver ses revenus, notamment quand on est en SASU, on a des fiches de paye, donc c'est beaucoup plus simple. Pareil pour l'accès au crédit, c'est peut-être plus simple que quand on est en micro-entreprise. Et le jugement de valeur, même si encore là, c'est très subjectif, ça dépend vraiment de la personne que vous avez en face. Mais on a moins de risques de se faire entendre. Ah, vous êtes micro-entrepreneur, c'est une petite activité annexe de rien du tout. Donc voilà, là, vous êtes en société, vous gagnez en crédibilité. Même si pour des activités de consulting aujourd'hui, je pense que la micro-entreprise voilà, est connue de tous. Et avec le doublement des seuils il y a quelques années, on a moins cette image-là. Mais bon, parfois, chez certains, ça peut rester. Peut-être que vous pouvez avoir des difficultés. Alors, si vous passez par Comet, vous n'avez aucune difficulté. Mais si vous voulez rentrer chez certains clients en direct, je pense que certaines boîtes ne prennent pas les sous-traitants en micro-entreprise. Donc, ça peut être aussi une difficulté. Donc voilà pour la présentation, j'espère avoir été clair. On va se laisser du temps de questions-réponses. Alors je vais juste vous parler de Number 30 secondes pour pouvoir avoir le temps d'échanger ensemble. Mais je le disais en introduction, nous, Number, on est spécialisé dans l'accompagnement des freelances, des consultants d'entreprise, c'est l'essentiel de nos clients. Et on a mis en place pour eux un processus d'accompagnement qui prend tout en charge de A à Z. On se voit sur un premier rendez-vous conseil gratuit et sans engagement, où on vous conseille sur le choix de la forme juridique. Si vous êtes micro-entreprise et que vous vous posez la question, est-ce que la micro-entreprise est toujours adaptée pour moi, ou j'ai dépassé les seuils de micro, je dois basculer en société, comment faire? Ce rendez-vous est possible, il est toujours gratuit et sans engagement. Donc, on va vous mettre dans le chat le lien de prise de rendez-vous. Vous verrez, c'est assez simple. Vous choisissez votre ville et après, ça tombe sur une interface Calendly. Vous choisissez le créneau qui vous convient le mieux. Et donc, voilà, au-delà de ce premier rendez-vous, derrière, si vous devez créer une société, on vous accompagne sur toutes les démarches, rédaction des statuts, dépôt du capital social auprès du notaire, constitution du dossier de création, qu'on envoie au greffe, qu'on suit, qu'on accompagne jusqu'au CABIS, jusqu'à l'immatriculation. Et une fois la société créée, derrière, on reprend notre casquette d'expertise comptable et on va réaliser toutes les formalités fiscales et sociales obligatoires. Donc TVA, liasse fiscale, compte de résultat, bilan de fin d'année et même dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce chaque année. On a vraiment tout packagé pour prendre en charge toutes les obligations fiscales et sociales d'un consultant indépendant. Et on fait ça sur un modèle d'accompagnement hybride avec d'une part, des applications de gestion de notre partenaire Time. Donc, il y a deux applications, TimeCons, Time Invoice. Invoice permet de gérer la partie facturation. Vous pouvez faire des devis, transformer les devis en factures et suivre client par client qui vous avez facturé, qui ne vous a pas payé et qui il vous faut relancer. Et les relances sont directement paramétrables depuis l'application. Ça vous facilite vraiment la gestion des impayés. Et donc, l'autre application, TimeCons, va vous permettre de gérer la partie frais. Donc, vous allez pouvoir synchroniser votre compte bancaire professionnel à l'application et avoir une visibilité en J+1 aux opérations bancaires. Également, vous pouvez prendre en photo vos justificatifs depuis l'application et ainsi leur donner une valeur probante, ce qui signifie qu'en cas de contrôle fiscal, si vous avez perdu vos justifs papier, la photo prise depuis l'application fera foi. Il y a même un système de reconnaissance de facture où l'application va pouvoir ressortir le nom du fournisseur, le montant de TVA, le montant hors taxe et le montant TTC et viendra uploader la facture directement en face de l'opération bancaire. Donc vous, au quotidien, ça va vous faire gagner pas mal de temps dans la gestion. Et nous, égoïstement, en tant que cabinet d'expertise comptable, on va également gagner pas mal de temps. On n'aura pas à vous solliciter tous les mois. Est-ce que vous pouvez nous donner vos justificatifs, vos relevés bancaires? Non, tout ça se fait pratiquement en automatique depuis l'application.
Donc, ce temps précieux que l'on gagne, on va être en mesure de le mettre là où il y a plus de valeur ajoutée pour un entrepreneur, c'est-à-dire l'accompagnement et le conseil au quotidien. Donc, vous aurez dans le modèle d'accompagnement un conseiller dédié, disponible par mail, par téléphone, en rendez-vous visio, en rendez-vous physique dans nos différents cabinets, voilà, un peu partout en France, et sur un modèle de conseil en illimité. Vu qu'on est spécialisé dans votre domaine d'activité, on est en mesure de répondre rapidement aux questions et on n'a pas à facturer au temps passé, au nombre de mails ou au nombre d'appels. Ce qui fait que voilà, on peut vous conseiller au quotidien sans limite de temps et à côté de ça, vous offrir les applications de gestion et tout ça sans engagement de durée. Donc, pour les prix, avoir un devis, je vous invite à également prendre rendez-vous. Ça peut faire double usage, ce rendez-vous. On peut vous conseiller sur le choix de la forme juridique et également parler de notre offre et de nos prix. Donc, sur la prise de rendez-vous, hop, et je crois que voilà, Louis a mis le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à solliciter de rendez-vous. Et dernier point, on a mis en place une offre flash là sur la fin d'année pour les consultants, pour les freelances Comet, à savoir, vous avez droit à la création de sociétés offertes. Donc ça, c'est notre offre de base, plus les 3 premiers mois offerts. Donc, c'est assez exceptionnel. On fait très, très rarement ça. Donc, voilà, en prenant le rendez-vous, dites bien que vous venez de la part de Comet pour pouvoir avoir accès à ces 3 mois d'accompagnement offerts. Parfait. J'ai été au bout de ma présentation number. On peut passer maintenant aux questions-réponses. Et pas de souci, on peut déborder sur le temps qui était préalablement prévu. Alors, les questions. Question de Phil. Est-ce qu'on a besoin de demander un numéro de TVA? Alors, sur la problématique du dépassement de seuil de franchise de TVA, vous êtes soumis à TVA au premier jour du franchissement du seuil, ça on l'a vu. Et après, dans les modalités opérationnelles, disons, en effet, vous devez récupérer votre numéro de TVA intracommunautaire auprès du service des impôts des entreprises et le faire figurer dans les mentions légales de vos factures. Également, vous aurez bien sûr à changer la tête de vos factures, puisque quand vous êtes en franchise de TVA, forcément, il n'y a que montant TTC, il n'y a pas de hors taxe, il n'y a pas de montant TVA. Là, vous aurez un montant hors taxe, ensuite une ligne taux de TVA avec le montant de TVA, puis le montant TTC qui fait l'addition entre le hors taxe et le montant de TVA. Donc voilà, vos factures vont devoir changer. Et puis, dernière chose, si vous êtes soumis à TVA, vous aurez à déclarer votre TVA auprès des impôts. Donc là, souvent, quand vous dépassez comme ça, vous êtes sur un régime de TVA simplifié avec une déclaration d'acompte par semestre, une en juillet, une en décembre, et une déclaration récapitulative au mois d'avril N+1, où vous régularisez la TVA qui n'aurait pas été payée sur les acomptes de juillet et de décembre. Voilà, Phil, pour la réponse. J'ai été un peu plus loin que le numéro de TVA, mais ça m'a permis de me rendre compte que je n'avais pas été dans le détail sur le dépassement de seuil. Ensuite, question de Nizar. Quel est l'intérêt de l'entreprise individuelle par rapport à la SASU et le URL? Alors, sur des activités de consulting, il n'y a pas un réel intérêt de l'entreprise individuelle au réel. Pourquoi? Parce que quand on est au réel, le schéma, bon, il est très simple. J'ai mon chiffre d'affaires, je déduis mes charges sociales et mes frais. À la fin, j'ai un bénéfice. Sur ce bénéfice, je paie mon impôt sur le revenu et mes charges sociales à hauteur de 45%. Et donc, pour baisser le bénéfice et baisser donc l'impôt sur le revenu, je ne peux jouer simplement que sur mes frais. Mais on est vite limité par le droit fiscal. On ne peut pas déduire tout et n'importe quoi en termes de frais. Donc, une fois que j'ai déduit les frais que je pouvais déduire,
à la ferme et l'intégralité de mon bénéfice va être imposée au taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, si mon bénéfice est important, mais je vais avoir beaucoup d'impôts sur le revenu à payer. Alors que sur les formats société, je vais me remettre sur la slide. Sur les formats société, je peux me prendre un peu de rémunération et maximiser les dividendes en jouant sur le taux d'imposition à 12,8%. Et ainsi, peut-être, je m'évite de payer sur un taux marginal d'imposition à 41%. Donc, c'est en ça que le URL ou la SASU sera, sur des activités de conseil, sera pratiquement toujours plus avantageuse parce qu'on va pouvoir moduler sur la fiscalité perso. Soit prendre un peu de rémunération et prendre le reste en dividende et jouer sur des taux d'imposition différents entre flat tax et barème progressif. Ensuite, sur l'onglet questions, je vais essayer de ne pas en oublier. Je vais commencer par le bas, plutôt Alexandre. Est-ce qu'il y a une limite sur le seuil sur la première année, par exemple, si on fait 150 cas? Oui, donc le seuil, on les a vus tout à l'heure, c'est 72 600 € qui va être ramené à 77 700 € au 1er janvier 2023. Et sur la première année d'activité, le seuil est à proratiser. C'est-à-dire que si je commence mon activité au 1er juillet, si j'ai commencé au 1er juillet 2022, mon seuil de chiffre d'affaires, il ne va pas être de 72 600, mais de 72 600 divisé par 2 pour le ramener sur une moitié d'année. Par contre, la deuxième année, là, vous êtes sur 12 mois pleins, donc il n'y a pas besoin de proratiser. Donc, ça veut dire que potentiellement, si sur ma première année proratisée, même si je suis en dessous des 72 600, si j'ai réalisé, mettons, je sais pas, 50 000 €, en fait, j'ai dépassé, si j'ai commencé au 1er juillet, j'ai dépassé le seuil proratisé. Donc, sur ma première année, j'aurais déjà dépassé. Mais par contre, voilà, l'année suivante, je reste en micro. J'ai le droit de dépasser une année. Et sur l'année suivante, si j'ai encore une fois dépassé le seuil, mais le seuil là de 72 600 ou 77 700 qui va changer au 1er janvier, là, je bascule en entreprise individuelle au réel au 1er janvier de l'année qui suit. Voilà, Alexandre. Donc, bien avoir en tête la proratisation. Donc, Alexandre, OK. Phil, OK. Nizar, OK. Question d'Alexandre. J'avais lu qu'il fallait un transfert de fonds de commerce quand on passe de micro en SASU. Imaginons qu'on est en pleine mission qui overlap sur 2 années. Alors, sur le fonds de commerce, ça peut se faire. Vous pouvez en effet valoriser le fonds de commerce de la micro-entreprise et l'inclure dans les apports de la création de votre société. Donc ça, c'est une possibilité. C'est vrai que c'est plus propre de le faire comme ça, mais c'est plus complexe, c'est plus difficile, c'est plus coûteux aussi parce qu'il faut faire une évaluation de la micro-entreprise. Ce qui fait que la plupart des cas, s'il n'y a pas d'enjeu pour vous de mettre la micro-entreprise, la valorisation de la micro en apport de votre société, la plupart des cas, le plus simple pour gagner du temps et pour économiser un peu d'argent, c'est le process que j'ai pu vous mettre sur la slide, à savoir fermer la micro avant le 31 décembre, puis créer la société dans la foulée. Mais oui, Alexandre, ce que vous avez lu, c'est pas une bêtise. En effet, si on veut faire les choses proprement, il faudrait valoriser le fonds de commerce et ensuite l'inclure dans les apports de la création de notre société. Mais voilà, encore une fois, ça prend un peu plus de temps du coup et c'est un peu plus coûteux. Et voilà, il n'y a pas de risque à faire le process que je vous ai donné, à savoir fermeture de la micro et création de société dans la foulée, sans passer par le fonds de commerce.
Autre question d'Alexandre. On peut se verser des dividendes quand on veut et pour n'importe quel montant, par exemple tous les mois, et compléter les revenus qu'on se verse. Donc, pour bien comprendre les dividendes, on l'a vu dans le schéma, les dividendes, c'est ce qui reste une fois que vous avez payé votre impôt société. Donc, en fait, il vous faut un premier résultat, un premier bénéfice net pour pouvoir vous verser des dividendes. Si vous décidez de ne pas vous verser des dividendes et de les mettre en réserve, vous pouvez plus tard vous verser en dividendes ce que vous avez placé en réserve. Et ainsi, vous versez peut-être tous les mois des dividendes liés à un résultat des années précédentes. Mais donc voilà, dans la réponse à la question, Alexandre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir se verser des dividendes, il faut avoir un bénéfice distribuable. Donc ça veut dire avoir une première année comptable, un premier résultat comptable. Sur votre première année d'activité, tant que vous n'avez pas une première clôture comptable avec un bénéfice, vous n'allez pas pouvoir vous verser de dividendes. Donc, il va falloir attendre le premier exercice comptable pour ensuite pouvoir se verser des dividendes si vous avez généré du bénéfice. Et ensuite, oui, vous pouvez, si vous avez du bénéfice distribuable, vous pouvez vous verser les dividendes quand vous le souhaitez. Alors, généralement, ce qu'on fait, nous, on table sur un versement global des dividendes. On vous fait payer tout ce que vous devez payer, les 30%, en une fois. Et derrière, vous pouvez vous verser le montant des dividendes nets comme vous le souhaitez. Et fractionner le montant des dividendes tous les mois. Voilà, en fonction de vos besoins. Mais attention à ne pas aller au-delà des montants de dividendes distribués et déclarés auprès des impôts. Question de Jérémy. Si on dépasse de moins de 10 000 euros le seuil, le passage en société risque d'être douloureux. Existe-t-il un moyen de limiter le dépassement de seuil, portage salarial, afin de conserver le statut de micro-entreprise? Alors, si vous êtes plus de 10 000 euros, alors pour moi, alors oui, il y a possibilité, déjà pour répondre à la question, oui, il y a possibilité de passer par le portage salarial pour déclarer le montant supérieur. Ça, c'est une possibilité. Mais pour moi, si on fait des simulations, si on fait des calculs, vous allez payer plus de cotisations sociales et plus d'impôts en restant micro plus le reliquat en portage salarial que si vous étiez directement en EURL avec le taux de charge sociale de 45% et la possibilité de moduler votre imposition entre dividendes et salaire et jouer sur des taux d'impôt sur le revenu différents. Donc, à voir. C'est possible, le fait de moduler avec du portage salarial, mais je ne suis pas sûr que fiscalement, ça soit plus avantageux pour vous. Donc là encore, ça peut être quelque chose qu'on peut voir ensemble en rendez-vous, si vous le souhaitez. On peut faire des simulations, à voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Donc voilà. Hop, je vois qu'il y a d'autres remarques sur le chat. Attendons la confirmation de Laurent, mais dans mon cas, je n'avais pas dépassé le seuil première année. Par contre, j'ai fait 150K la deuxième. Je ne pense pas qu'il y ait une règle spéciale pour la première année, mais laissons Laurent confirmer. Oui, c'était la question je crois que c'était Alexandre, j'ai pu y répondre. Donc oui, non, faites attention peut-être, Phil, sur la première année. Est-ce que vous avez bien anticipé la proratisation du seuil? C'est juste ça. Mais si vous n'avez pas dépassé le seuil proratisé la première année et que vous avez dépassé la deuxième, la troisième année, vous restez en micro. Par contre, vous devez être soumis à TVA depuis un moment, je pense. Donc voilà, juste attention à la TVA si vous ne l'avez pas anticipé. Parfait, parfait. Je reviens avec vous. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation et pour les réponses aux questions. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les questions. Donc, comme je le disais dans le chat, le replay sera envoyé aussi par mail juste après la fin.
Et il sera aussi téléchargé sur la chaîne YouTube de Comet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à prendre rendez-vous avec Number. Et voilà, est-ce que tu as un mot de la fin, Laurent? Non, pas de mot de fin spécifique, si ce n'est, voilà, faites attention au seuil, notamment de TVA, c'est le plus gros piège. Et si vous posez la question, est-ce que la micro-entreprise est toujours adaptée pour moi, ou si vous voulez basculer sur un format société, surtout, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. J'ai remis le lien dans le chat de prise de rendez-vous Calendly, pour que ça soit plus simple. Et surtout, dites bien que vous venez de la part de Comet, pour pouvoir accéder à l'offre du moment avec les 3 mois offerts. L'offre est valable jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, c'est le moment. Génial. Eh bien, merci beaucoup à tous les participants et aussi à Laurent pour ton temps et pour la présentation. Je pense qu'on se retrouvera très vite pour un prochain webinar ou un event en live. Et pareil pour les participants, on aura très, très vite encore un webinar. Donc, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Salut Louis, au revoir. Bye bye.